Ils ont fait un long voyage. 4 heures de route depuis leur pauvre village du Haut-Atlas, perché à 2000 mètres d'altitude. Les vieillards, comme les enfants, ont fait le déplacement. Seuls sont restés dans leur montagne ceux qui craignent encore le pouvoir royal. Latifa Jbabdi est l'unique femme membre de l'instance Équité et Réconciliation. Elle les accueille sur le parking de cet hôtel, émue de les voir là, si loin de leur monde, tous prêts à témoigner. Elle te demande si tu es contente. Oui, je suis contente, très contente de pouvoir parler. On a tellement souffert que maintenant on exige nos droits. On a vraiment beaucoup souffert. De façon inimaginable, ils nous ont maltraités. Nos parents sont morts sans avoir connu autre chose. Il y a des disparus. Aujourd'hui encore, il y a des disparus dans nos régions. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. À croire qu'il n'y a pas de justice en ce bas monde. Ils nous ont tellement massacrés qu'on pense qu'il n'y a pas de justice. Et c'est valable pour toute la tribu des Aïta Didou. Ces villageois sont des victimes des années de plomb. En 1973, une tentative d'insurrection contre le roi Hassan II échoue dans leur région, au sud du Maroc. Des centaines de personnes sont arrêtées. L'armée veut savoir où se cachent les adversaires du régime. Même les femmes et les enfants sont passés à la question. Aïcha marche comme une centenaire. Pourtant, elle n'a que 56 ans, à peine l'âge d'être grand-mère. Alors Aïcha, comment ça va? Ça va? Elle n'entend pas très bien. Son père a été condamné à mort et exécuté en 1974. Sa sœur est morte au bagne d'Agdès, près de Ouarzazate. Elle ignore encore où se trouve son corps. Aïcha est épuisée par son long voyage. On la conduit dans une chambre de l'hôtel. Ça va? Ça va bien? Ça va. Elle souffre de graves déformations des pieds et des mains. Stigmates de la torture, ses bourreaux l'ont laissée 3 nuits d'affilée nue dans la neige. Ce soir, elle a envie de se confier, mais personne ne parle sa langue berbère. Si seulement vous parliez tamazirt. Moi, je parle. Tu parles tamazirt, viens t'asseoir près de moi. Tu sais, on a beaucoup souffert. Tu ne peux pas imaginer à quel point. Ils nous ont frappés, ils nous ont fait tellement de mal. Ils nous broyaient les mains. Et puis ils nous étouffaient avec un chiffon. À cause de tout ça, je suis devenue sourde. Ils nous questionnaient, qui est votre chef? Ça a duré 3 mois. Aïcha passera la nuit à l'hôpital. Elle a besoin de reprendre des forces pour assister à l'audition prévue le lendemain. C'est à Er-Rachidia, ville du sud aux portes du désert, que l'instance a décidé d'organiser sa 4e audition publique. L'identité des témoins est un secret jalousement gardé. Personne ne sait encore qui parlera au nom de la tribu. Habilement, les femmes annoncent la couleur dès leur arrivée. Elles ne sont pas venues se venger, mais se réconcilier avec le régime. Que Dieu bénisse les martyrs. Vive Mohamed V, vive Hassan II et vive le roi. L'audience attire les foules. Tous les notables de la région, toutes les associations sont invitées. On se bouscule pour entendre les pages interdites de l'histoire du Maroc.
Les Berbères d'Imilchil occupent les premiers rangs. Va vite chercher une chaise. L'instance Équité et Réconciliation qui organise cette séance craint les dérapages. Ces auditions publiques sont donc très encadrées. Les témoins doivent s'engager à ne pas citer les noms de leurs bourreaux. Il est aussi défendu d'applaudir. Détail surréaliste, les portraits de Mohamed VI, mais aussi du roi Hassan II, son père, encadrent la tribune. Son nom n'est jamais prononcé, mais l'ombre du vieux roi plane sur les auditions. Aïcha sort tout juste de l'hôpital. Aujourd'hui, c'est elle qui prendra la parole avec 9 autres victimes. Au nom des disparus, au nom d'un père exécuté, d'une sœur sans sépulture, au nom de toute sa tribu. J'ai tellement pleuré que j'ai cru que mes yeux allaient fondre. On a tellement souffert, tellement souffert. Ils nous ont frappés avec une grande violence. Ils nous ont mis par terre, fouettés jusqu'au sang. On était en sang, j'y laissais toute ma santé. On était sales, on n'avait rien à manger ni à boire, rien du tout. Je ne souhaite à personne de vivre une chose pareille. Je ne voudrais plus voir ça au Maroc. Aïcha n'a pas écrit de discours. Elle vide tout simplement son sac, sans rancune et sans haine, comme on enlève des semelles de plomb. Le lendemain, nous sommes allés lui dire au revoir dans l'hôpital où elle se repose. Elle semble métamorphosée, libérée d'un grand poids. Je vais rentrer chez moi. Où voulez-vous que j'aille? Je rentre dans mon pays. Que Dieu vous bénisse si vous me soignez. On va te donner des médicaments en couleur. Vous me faites plaisir, ça fait du bien de parler. Merci, merci. Les auditions publiques ne sont qu'une partie du travail de l'instance. Créée en janvier 2004 et financée en grande partie par la Cassette Royale, l'IER siège à Rabat, capitale administrative du Maroc. Elle compte près de 160 salariés, dont beaucoup de jeunes. Colossal, s'il y a un nombre colossal. Chaque jour, près de 500 lettres arrivent ici. Des victimes présumées demandent réparation à l'État. Elles envoient toutes sortes de certificats pour prouver qu'elles ont subi des violences. En un an, l'instance a reçu plus de 22 000 dossiers. Les cas de détention arbitraire et de disparition forcée sont majoritaires. Cet homme n'est par exemple jamais revenu du bagne de Tazmamart. Ici, la salle d'attente ne désemplit pas. 2 personnes sur 3 viennent réclamer une indemnisation financière. D'autres sollicitent des soins médicaux gratuits, un logement ou un emploi. Dans la cellule d'écoute, les classes d'âge et les destins se croisent. Cet homme est venu avec ses radios. Ça, c'est une radio de mon oreille. On voit bien, on peut voir qu'il y a un trou. Et puis j'ai aussi un os abîmé. Regardez ce doigt, il craque, il est complètement disloqué. Comme celui-là. Vous avez déjà été indemnisé? Oui, mais je demande une révision du montant. Les autorités sont responsables de la disparition de mon père. Vous avez confiance? Oui, j'ai confiance. Vraiment, j'ai confiance.
parce que notre roi, Sa Majesté Mohamed VI, je crois qu'il mérite qu'on lui fasse confiance. Et vous êtes prêt à pardonner? Oui, pourquoi pas, c'est notre pays. Dès qu'ils sont complets, les dossiers sont analysés par une armée de juristes. Ils préparent une synthèse pour les 17 responsables de l'instance qui décideront au cas par cas. Mis bout à bout, ces documents dessinent une page non écrite de l'histoire du Maroc. Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose de voir, de savoir le bon côté, le mauvais côté de l'histoire. Le côté qu'on n'a pas pu, qu'on ne pouvait pas en parler. Il y a le côté qu'on ne pouvait pas parler avant. La répression et la torture laissent des traces sur les corps et dans les têtes, mais rien dans les archives. En interrogeant les témoins de cette époque, l'IER est en train de combler cette lacune. Ces milliers de récits constituent une base de données inédite, une mémoire vive. On considère des dossiers comme vraiment porteurs d'informations, comme vraiment quelque chose de vivant. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui va être pour la réparation, pour l'indemnisation. C'est des histoires, c'est des personnes, c'est des vies. Et puis c'est vraiment engorgé d'informations. On les traite de manière à pouvoir constituer une mémoire pour après, pour les chercheurs, les historiens, tout ça. Parfois, le nom des tortionnaires apparaît dans ces dossiers. Mais il restera secret. Le président de l'IER, ancien détenu politique qui a passé 18 ans dans les geôles d'Hassan II, répète souvent que l'instance n'est pas un tribunal. Elle n'enquêtera pas sur les bourreaux. Ainsi l'a voulu le roi. Maintenant, si les forces politiques le voulaient, effectivement, ils pouvaient décider que d'office, l'État allait se charger des poursuites. Or, l'État, disons, avec la classe politique, a décidé que non, ce n'était pas le choix, nous n'avons pas besoin d'une chasse aux sorcières, nous avons besoin de renforcer la démocratie et l'ouverture. Bon, c'est un choix politique, mais la société n'est pas forcée de suivre ce choix. Alors, le seul moyen pour la société, c'est de se présenter devant les tribunaux. Depuis décembre 2004, une centaine de victimes ont témoigné, donnant un visage à la répression. Les auditions sont retransmises à la télévision. Elles ébranlent toute la société, même les illettrés, très nombreux au Maroc. Pour la première fois, ces sujets tabous sont évoqués publiquement. Ils m'ont emmené au poste, au commissariat central d'Oujda. Pendant le trajet, on était dans une voiture, une Peugeot blanche. Un homme a pris ma tête et l'a coincée entre ses jambes. Et il m'a laissée dans cette position. Les 2 premières auditions étaient en direct, mais les suivantes ont été diffusées en différé. Pour éviter les répétitions et la banalisation, affirme l'IER. Pour garder le contrôle en cas de dérapage, disent les critiques. Quand on est arrivé au commissariat, ils m'ont frappé, humilié. Ils m'ont fait des choses innommables. Ils m'ont attaché les mains et les pieds et suspendu à une barre de fer entre 2 bureaux. Ils me fouettaient. Quand ils voyaient que je ne pouvais plus bouger ni respirer, ils prenaient un chiffon imbibé de produits détergents et d'eau sale et ils les serraient dans ma bouche. Ensuite, il y avait un policier et un gradé. On m'a uriné dans la bouche. Je ne peux pas en dire plus. Chari El Ou fut l'un des premiers à témoigner en direct de Rabat. De retour parmi les siens, il partage devant son écran l'émotion de tout un pays. Sa femme est bouleversée par certains récits. Il m'a fait penser les blessures que j'ai vécues moi aussi. C'est pour cela que je suis choquée. Et vous pensez que c'est bien qu'elle ait dit toute la vérité comme ça, même si c'est une vérité dure à entendre? Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut tout dire? Parce que nous sommes maintenant libres. Son mari, Chari, est né à Goulmima, une oasis du sud marocain. Cet ancien professeur de français était membre d'un syndicat et d'un parti de gauche, l'UNFP. En 1973, après l'échec de la tentative d'insurrection dans cette région,
Shari est enlevé, comme des centaines de militants ordinaires. Il découvre les centres de détention secrets du roi Hassan II. Alors on avait la bande noire, les menottes et sous la couverture. Station allongée, comme ça, pendant près de 11 mois, comme ça. Pendant 11 mois, vous avez eu les yeux bandés? Oui, 11 mois les yeux bandés. Et les menottes tout le temps? Tout le temps, comme ça. Une longue nuit commence, qui va durer plus de 4 ans. 4 ans sans procès, sans même savoir ce qu'on lui reproche. Et puis un jour, mystérieusement, la porte s'ouvre. On nous a mis dans le camion nous a déposés ici sur la place, là, à Goulima, de nuit, pendant la nuit. Comme ça, on vous a laissé là, sur la place? On nous a dit alors, vous êtes arrivés à bon port, débrouillez-vous. C'est tout, sans autre explication. Et le camion est parti. Shari rentre chez lui la peur au ventre, condamné au silence. Il vit sous la menace, jamais il ne pourra raconter son calvaire. Sa femme le voit réapparaître en pleine nuit, comme un fantôme. Vous l'avez reconnu? Il était dans quel état? L'état Quoi? L'état d'un mort. Il est sauté dans la tombe, oui. Je sais pas. Quelque chose comme ça. Vous saviez qu'un jour il reviendrait ou vous pensiez que... Non, non. Vous le croyez mort? Non, oui. Et cet enfant qui était né, comment ça s'est passé Le jour de l'enlèvement de Shari, Fatima était enceinte. Une grossesse encore imperceptible. Ni elle ni lui ne savaient. Oh là là. Quand son ventre a commencé à s'arrondir, les gens du village ont parlé d'adultère. 30 ans après, elle pleure encore son honneur perdu. On vous a présenté votre fils? Oui, c'est bien ça. C'est elle qui vous a dit... Oui. Je lui ai présenté l'enfant en lui disant « Voilà ton fils. Tu ne le connais pas, il est né après ton départ. Aujourd'hui, il est bien là. Le petit l'appelait tonton. Il ne savait pas que c'était son père. » Oui, il disait mon oncle parce qu'il voyait les gens, il disait l'oncle à tous les autres, quoi. C'est tout, c'est bien ça. Ouais. Shari semble apaisée comme Aïcha la berbère. En libérant sa parole, l'État l'a reconnue en tant que victime. Il ne demandait rien d'autre. Mais il y a des personnes pour qui ce n'est pas suffisant et qui voudraient que l'État poursuive les tortionnaires. Qui étaient les bourreaux, les donneurs d'ordre? À Casablanca, nous rencontrons un homme qui a vécu les années de plomb de l'intérieur. Il s'appelle Ahmed Boukhari. Ancien agent secret, il était membre du CAB 1, les services spéciaux marocains. Sa spécialité, c'était d'organiser les enlèvements des adversaires du régime. Ces enlèvements, vous saviez qu'ils étaient illégaux, que c'était des méthodes illégales? Oui. Mais tous ceux qui travaillaient au CAB 1, ça fait que tout ce qu'on faisait était illégal, c'était contre la loi, mais on était payé pour le faire. On était formé pour ça et payé pour ça. Qui donnait les ordres? Les ordres, c'était la hiérarchie du CAB 1. Le CAB 1, pour nous, les ordres arrivaient directement du chef de la contre-subversion. Mais lui, il recevait ses ordres. Et de qui? Normalement, lui, il dépendait du chef d'État et du ministre de l'Intérieur. En 2001, Ahmed Boukhari a fait des révélations fracassantes sur l'implication de l'État marocain dans la mort de l'opposant Mehdi Ben Barka. Sa parole est sujette à caution. Il excelle dans l'art de la manipulation. Son nom figure dans une liste de 45 personnes présumées responsables de la répression. Il dit que ce document, établi par l'Association marocaine des droits humains, a été publié avec son accord. Vous vous considérez comme un tortionnaire, donc? Il faut d'abord définir un tortionnaire. Pour tout le monde, c'est quelqu'un qui torture. Si c'est ça, moi je ne suis pas tortionnaire. Je n'ai jamais de ma vie torturé quelqu'un. Je ne suis pas tortionnaire.
Mais vous avez participé à un système qui employait notamment et entre autres choses la torture pour faire parler les gens. Je faisais partie du système. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais torturé quelqu'un. Est-ce que c'est pas un peu facile de dire c'est pas moi, c'est lui? Non, moi je vous dis ce qui en est. Voilà, je dis la vérité. Si j'étais tortionnaire, je le dis. J'ai fait autre chose, mais pas la torture. Pourquoi Ahmed Boukhari a-t-il parlé? Veut-il simplement libérer sa conscience comme il le prétend? Ou cherche-t-il à se couvrir en livrant d'autres noms en pâture? La plupart des anciens dirigeants du CAB 1 sont morts. Mais certains, formés aux mêmes méthodes, ont encore des responsabilités dans les services de sécurité intérieure. Finalement, les tortionnaires s'en tirent à bon compte. C'est tout bénéfice pour eux. Mais oui. Ben oui. Parce que jusqu'à ce jour, ils n'ont pas été dérangés du tout. Vous expliquez ça comment? Eh bien, c'est la politique de l'État. L'État ne veut pas que ces gens soient dérangés. Parce qu'il ne veut pas revenir au passé, parce que ces gens-là, s'ils commencent à parler, il y a un tas de choses à dire sur le régime entier. Alors l'État, il essaie d'arranger des choses en indemnisant les victimes, mais sans toucher aux responsables. Et pourtant, les responsables, ils sont là. Faut-il écarter ceux qui étaient aux commandes pendant les années de plomb? Mahmoud Arshan est un ancien commissaire de police reconverti en chef de parti. Il approuve la création d'une commission vérité, mais s'inquiète des risques de fracture dans la société marocaine. Selon lui, on oublie un peu vite qu'avant d'être des victimes, certains ont attaqué le roi Hassan II. Est-ce que ce roi-là aurait dû dire « Bon, vous voulez me tuer dans ma chambre à coucher, je vais vous donner ma gorge, allez-y ». Il était obligé de se défendre. Mais en se défendant, il y a eu des dépassements. Nous sommes tous d'accord. Alors qu'on mette ces dépassements sur la table et qu'on voit ce qui peut être fait et que chacun reconnaisse ses torts. Ou nous sommes pour l'équité et la réconciliation, ou nous sommes pour la faillite d'un régime, alors là, il faut nous le dire. Le nom de Mahmoud Arshan figure lui aussi sur la liste des présumés tortionnaires publiée par l'association. Lui dément toute implication. Moi, dans la Sûreté nationale, je n'ai jamais eu de contact avec ces militants, ni avec ces tortures, ni rien du tout. Je n'ai jamais été dans les services spécialisés qui s'occupaient de ces affaires de subversion. Jamais. J'ai été chef de la police judiciaire dans certaines villes du Maroc et je m'occupais des affaires de droit commun. Ni plus, ni moins. Mais Mahmoud Arshan, il peut dire ce qu'il veut. Mais c'est un tortionnaire. Nous avons, parmi les témoignages que nous aurons, le 12 février, il y aura des gens qui ont été torturés par Arshan. Est-ce que vous avez jamais vu ici un tortionnaire qui va dire « moi j'ai torturé ». Non. Dans l'ambiance actuelle, où l'État lui-même ne veut pas encourager ce genre de processus. Le processus de gens qui disent effectivement nous avons fait et nous excusons parce que l'État aurait pu choisir cette voie. C'est une voie qui est tout à fait possible et elle est bonne pour nous. Mais l'État n'a pas voulu choisir parce que l'État ne veut pas rompre vraiment avec le passé. Abdelhamid Amin est président de l'Association marocaine des droits humains, celle qui a établi la fameuse liste. Ce soir, il a convié d'anciennes victimes de la répression. L'association a décidé d'organiser des auditions publiques parallèles à celles de l'IER. Elles auront lieu de février à mai 2005, avec pour mot d'ordre une totale liberté d'expression. Notre objectif, ce n'est pas seulement la recherche de la vérité, mais c'est aussi la lutte contre l'impunité. Bien sûr, nous n'allons pas faire le contraire et obliger les gens de parler de leurs tortionnaires, mais les gens seront libres, qui sont des conditions de... Khadija est la sœur d'une jeune marxiste, morte en prison en 1977 après une grève de la faim. Elle se dit prête à tourner la page des années de plomb, mais pas sans condition. Les Nations Unies. Quand on ne mentionne pas les gens, on les laisse capables de refaire les mêmes actes à l'avenir. Ces auditions sont publiques, on parle des crimes qui ressemblent presque aux crimes de guerre, et la justice ne réagit pas. Comment c'est pas croyable, c'est pas croyable. Et donc,
Ça, c'est très important contre l'impunité. L'impunité, non pas pour aujourd'hui ou hier, ce qui s'est passé hier est passé, c'est pour l'avenir, pour que pareille chose ne puisse jamais se reproduire. C'est une bande dessinée de l'horreur. Un témoignage brut sur les méthodes employées par les tortionnaires. Elle est sortie de prison, feuille après feuille, en grand secret, dans le panier d'une mère qui, chaque semaine, venait au parloir rendre visite à son fils. Moi, j'ai voulu dessiner la répression, dessiner quelque chose qui était un tabou, qui était impossible à faire. Il y a des gens qui étaient en prison pour avoir photographié des manifestations dans la rue. Ils ont pris 5 ans, 10 ans, ils ont même disparu pour avoir... moi, j'ai voulu faire ça, c'est-à-dire montrer des images de la répression. Abdelaziz Mouride était un militant d'extrême gauche, exalté mais pacifiste. Enlevé en 1974, libéré 10 ans plus tard, il n'était encore jamais revenu sur les lieux qui lui ont inspiré ses dessins. C'est où, là? C'est là qu'il y a les habitations, pas là. Vous reconnaissez quelque chose? Rien du tout, je connais rien d'ici. Ou alors c'est là. Alors c'est là, je ne sais pas. Attendez, on va voir si on peut entrer par là. Dermoulay Cherif est un ancien commissariat dans les faubourgs de Casablanca, un lieu de sinistre mémoire. Oh là là. Et je me rappelle qu'à chaque fois qu'on quittait les cellules, on allait vers les salles de torture en longeant ce mur de carreaux là. Mais de l'intérieur, hein, toujours. Je me rappelle bien. Mais maintenant, il y a un mur là. Je crois qu'il y a un mur. On nous dit que des appartements privés ont été aménagés au rez-de-chaussée, là où se trouvaient les cellules. Nous ne pourrons pas entrer. L'immeuble sert toujours à loger des fonctionnaires de police, comme autrefois. Nous entendions chaque jour le cri des enfants, le rire des enfants, les mères qui crient après leurs enfants. C'était la vie au quotidien normale. Mais je ne pense pas que les gens qui sont là savaient ce qui se passait en dessous. Et là, c'est vraiment un lieu de torture. C'était la torture quotidienne. On est dans les cellules en train de manger ou de dormir et vous entendez des cris horribles. Chaque jour, pendant 1 année et demie. Ce n'était pas vraiment... Excusez-moi. Abdelaziz n'a aucun désir de vengeance. Il aurait simplement préféré que ce lieu devienne un centre culturel. Je ne voudrais pas mettre quelqu'un en prison, moi. Je ne voudrais pas mettre quelqu'un dans la position où j'étais. Moi, je les pardonne. Rien que parce que j'ai vécu ça. Je ne peux pas souhaiter un autre, à n'importe qui. Cet ancien commissariat est à l'image du Maroc, un pays en transition où l'on veut rebâtir sans démolir, où les victimes se mettent à nu quand les bourreaux gardent leur masque, un royaume en transit entre pouvoir absolu et démocratie. Après son rapport final, à la fin de son voyage au pays des larmes, l'instance équité et réconciliation sera dissoute. Les victimes seront indemnisées avec des fonds publics. Le roi Mohamed VI a fait un choix courageux, celui de laisser s'exprimer les douleurs en exposant au grand jour les oubliettes de son propre père. Mais pourra-t-il tourner la page sans la lire totalement ?